Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Une dispute ne manque jamais d'éclater à l'agence Providence chaque fois que quelqu'un entreprend de raconter cette histoire. Il se trouve toujours un parti pour affirmer qu'elle ne débute pas en mer de Chine méridionale, où elle se déroule pour l'essentiel, mais dans l'océan Pacifique, au large du Pérou. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait d'Or et de jungle de Jean-Christophe Ruffin, publié chez Calman Levy. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour Alice. Vous publiez d'Or et de jungle, un roman d'aventure qu'on pourrait dire d'anticipation. Son histoire, Marvin Glovic est le créateur d'un moteur de recherche sensiblement proche de Google. Milliardaire et libertarien, il voudrait s'abstraire du contrôle de l'État et lui vient alors cette idée. Le seul moyen de se protéger contre l'État, c'est d'en avoir un. Et c'est ainsi qu'il imagine, en montant une équipe de mercenaires 2.0, un coup d'État dans le sultanat du Brunei, petit pays d'or et de jungle sur les rivages de la mer de Chine méridionale. Alors Jean-Christophe Ruffin, j'ai lu que vous vous étiez rendu au sultanat de Brunei avec en tête le projet de votre livre. Pourquoi avoir choisi ce petit État comme épicentre de votre roman ? Pour deux raisons. D'abord parce que c'est un endroit poétique, c'est toute cette zone du monde, cette espèce de Méditerranée asiatique, entre la Chine, les Philippines, Sumatra, Bornéo. C'est une zone qui m'a toujours inspiré. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir été inspiré par cet endroit. C'est là que se situent aussi les romans de Conrad, de Somerset Maugham, etc. Donc, il y a cette dimension poétique. Et puis, il y a aussi le fait que ce sultanat, c'est un tout petit pays, très riche, mais finalement, il permet de concentrer l'action et concentrer le livre sur une sorte de scène unique, avec cette règle classique de l'unité de lieu, de temps et d'action, finalement, qui est propre à la narration romanesque et qui lui donne sa force. Mais pourquoi pas un pays peut-être fictionnel ? Celui-ci, qu'est-ce qu'il apportait de particulier ? Est-ce que là-bas, les conditions sont réunies pour faire un coup d'État ? Oui, alors, j'avais pas envie d'inventer un pays pour faire ça, parce que d'abord des pays, il y en a pas mal, et Oui. on peut toujours trouver un qui convienne. Et puis c'est toujours ça a plus de couleurs quand on se base finalement sur quelque chose qui existe, sur une architecture, sur un climat, etc. Tout ça a une vérité que n'aurait pas un pays imaginaire. Et est-ce que les conditions sont réunies pour un coup d'État ? Oui, enfin, je pense que c'est un pays qui peut connaître des évolutions assez violentes dans les temps qui viennent, pour déjà une raison simple, c'est que toute son économie repose sur le pétrole et le gaz, et qu'il y en a de moins en moins. Il n'y en Oui. a pratiquement plus. Et le jour où il n'y en aura plus, évidemment, il y aura des tensions sociales très fortes. Et comme c'est un pays avec plusieurs communautés qui ne s'entendent pas forcément entre elles, Les Malais, les Chinois. les Malais, qui constituent la majorité, sont musulmans, les Chinois qui sont plutôt bouddhistes, et puis des gens qui viennent du sous-continent indien, et les peuples de la forêt aussi, forêt du côté de Bornéo, qui sont pas forcément musulmans, qui sont plutôt animistes. Voilà, alors tous ces ensembles-là cohabitent, mais on voit bien que dans des circonstances de crise, ils pourraient Ça pourrait éclater. éclater. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui datent d'après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont souvent petits et pauvres. Quand on les compare face aux grandes compagnies, ils ne pèsent rien, mais ils ont une souveraineté, ce que n'ont pas les compagnies. Est-ce que vous pensez que des entreprises aussi grandes peut-être que celles du numérique puissent avoir cette idée un jour de constituer leur propre État ? Alors, jusqu'à présent, elles n'en ont pas eu besoin parce qu'elles étaient bien aux États-Unis. Les Américains les ont laissés se développer, leur ont même donné des contrats d'armement, la NASA, etc., qui les utilisent beaucoup. Donc, jusqu'à présent, ça allait bien. Je pense que dans un avenir proche, et peut-être même déjà dès maintenant, ces entreprises touchent
des sujets, très fondamentaux, toute la question du Transhumanisme, transhumanisme, l'allongement de la durée de la vie, l'interface entre le cerveau et la machine et cetera et là, elles ont les coudées beaucoup moins franches parce qu'on leur met des obstacles, juridiques devant elles et en effet, l'idée au fond, de pouvoir se baser sur un endroit du monde qu'on contrôle, dans lequel on peut faire ses propres règles et finalement, s'affranchir de toutes les contraintes, c'est une idée qui peut, en effet les séduire. Il y a d'ailleurs eu des prémices de ça, ces dernières années quand, quelques-uns de ces dirigeants, des tech, de la tech, l'avaient proposé l'indépendance de la Californie, oui, c'était par en exemple. 2014, vous le dites dans votre épilogue. Voilà. Ouais, Mais ça s'est pas bien soldé. bah, non, parce que ça, c'est absurde, parce que, comme il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis, ils sont pas prêts, les États-Unis, ils sont pas Oui, prêts c'est à lâcher traumatisant. des morceaux de leur pays. Mais en revanche, se baser sur un autre pays et en effet, aujourd'hui, dans le monde, sur les 200 pays que vous mentionniez, il y en a quand même beaucoup qui sont extrêmement faibles et qui sont peu défendus, qui ont des budgets très faibles et comparés à ces entreprises, ils sont très vulnérables. Alors, est-ce qu'on peut dire que votre livre est un livre d'anticipation? Oui, mais c'est ce que les Américains appellent l'approche anticipation. C'est-à-dire, c'est 2000 Dans c'est 200, pas oui, Dune, 3 si 000 vous ans. voulez, oui, c'est Mmh. pas 2080, voilà, ça non, c'est vraiment ce sont des choses qui sont en train d'arriver. Je pense que le roman permet d'éclairer un peu la route sur, ce qui est devant nous. Mais devant nous, pas encore une fois, pas très loin. Mmh. Dans cette série, autour de l'agence Providence, j'avais déjà écrit 2 livres, Katiba et Le parfum d'Adam et dans les 2 cas, finalement, je me situais un tout petit peu avant et j'ai été assez vite rattrapé par l'actualité. Donc Katiba, c'était l'islamisme, au Sahel et Avec cetera. Acme? Parfum d'Adam, c'était, l'écologie radicale. Comment il peut y avoir finalement une écologie, anti-humaniste, violente et dangereuse, comment elle peut, finalement, émerger. Bon, bah, tout ça finalement, quand j'ai publié ces livres, c'était un peu avant et puis maintenant, Maintenant, bah, c'est c'est assez classique. et pour mener à bien donc ce coup d'État au Brunei, vous imaginez une petite équipe de mercenaires 2.0, notamment composée de hackers, et on voit que les nouvelles technologies ont remplacé les fusils. Il suffit de quelques fake news pour ébranler une société, un État. Donc je me suis demandé à quel point la vérité est-elle devenue si fragile qu'on est prêt à croire n'importe quel mensonge. Mais d'abord, il faut que ce soit bien fait, c'est-à-dire que, je pense pas que n'importe quel mensonge, soit efficace. Oui, Pour qu'une fake news soit efficace, il faut d'abord qu'il y ait un émetteur, donc qu'elle soit bien préparée, bien faite et aujourd'hui avec les moyens numériques, on peut fabriquer de faux documents, c'est-à-dire de fausses vidéos, de faux ouais, enregistrements les audio deepfakes. parfaits, les deepfakes, on dit en français. Voilà. Mais qui sont techniquement parfaits, donc ça, c'est très important parce que c'est plus, l'époque, stalinienne où sur une photo on gommait, quelqu'un qui n'était plus en cours. Donc c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Donc ça, c'est l'émetteur, mais il faut aussi qu'il y ait un récepteur. C'est-à-dire, il faut aussi que cette fake news soit, injectée dans un État et moi, j'ai mis ça en scène sur ce petit État de Brunei parce que c'est plus simple finalement, mais au fond, les mêmes processus peuvent avoir lieu et ont lieu. On en parle beaucoup en ce moment. Par exemple, pour influencer les élections américaines, on sait qu'il y a des groupes, basés probablement en Russie qui, injectent là aussi, des informations ou de la désinformation. Mais il faut le faire au bon niveau parce que si vous le il faut le faire en faisant vibrer, si je puis dire, des récepteurs sensibles à ce que vous voulez, leur faire passer comme message. Je vais parler d'un livre d'anticipation, mais ça me fait aussi penser à une tragédie, parce qu'il y a votre personnage du professeur Delachaux, qui est un spécialiste de coups d'État dans le livre, et pour moi, il résonne comme un Tirésias qui saurait tout du destin des hommes, et je me suis demandé si vous croyez au destin. Je pense surtout que le destin, est en partie entre nos mains. Je ne crois pas à un destin, qui serait, entièrement, déterminé par, Dieu ou les dieux, si vous voulez, puisque vous faites référence aux Grecs. Oui, il y a une dimension tragique parce que la condition humaine est tragique et que tous les efforts qui sont faits, souvent pour améliorer les choses se terminent mal ou finalement débouchent sur d'autres tragédies. C'est en ça qu'il y a cette dimension. Si vous voulez, le destin, moi, comme je suis essentiellement romancier, je l'incarne, c'est-à-dire qu'il y a pas un destin global de l'humanité, en tout cas je ne le connais pas, mais il y a les destins des personnages d'un livre et c'est ça qui, le fait vivre lui aussi.
Les histoires de guerre, de résistance et d'anticipation, la littérature en est remplie. Alors, quel livre illustre pour vous l'aventure? Il y a 2 groupes, je dirais, de livres. Allez-y. Moi, je reste fidèle à mes lectures d'enfance de ce point de vue et j'ai été bercé par, finalement, Alexandre Dumas et c'était tout ce groupe, Paul Féval, les Pardaillan, enfin toute ces romans de cap et d'épée qui, pour moi, ont représenté longtemps l'aventure. Mais en même temps, il y a une forme moderne de ça et notamment à travers, un auteur comme John le Carré, par exemple, qui a été, au fond, l'héritier de ces techniques romanesques parce qu'il s'en revendiquait. Il écrivait, vraiment de façon classique. C'était des romans, efficaces, classiques, avec beaucoup de dialogues, avec une étude psychologique très fouillée de ses personnages, une incarnation forte des problèmes et en même temps, c'est sans doute quelqu'un qui a le plus, et le mieux, décrit le monde, de son temps. Quel livre vous a fait aimer lire? C'est curieux parce que quand j'étais enfant, il y a un livre qui était, le livre de Jules Verne, Michel Strogoff, par Mmh. exemple, dont j'ai le souvenir, alors que je l'ai lu il y a très, très, très longtemps et qui avait déclenché justement, peut-être en lien avec, votre question précédente, c'est-à-dire, c'était à la fois l'aventure et en même temps il y avait cette dimension presque magique, si vous voulez. Mais en même temps, moi je venais d'une région de France où il y avait un autre livre qui, lui, avait au contraire un enracinement, très proche et qui était lui aussi probablement un moteur pour moi pour, lire, qui était Le Grand Maulne. Ah Parce que, d'accord. heu, le livre d'Alain Fournier, si vous voulez, qui est vraiment le livre local, quoi, puisque nous avait inspiré, quand je dis «nous», c'est vraiment toute la famille, ma mère, mon grand-père et cetera parlaient beaucoup de ce livre et donc il rapprochait, si vous voulez, le livre de nous, parce que c'est toujours à cette époque-là, l'auteur, c'était quelqu'un qui était en général mort. Bon, on me dirait c'est le cas d'Alain Fournier aussi, Oui. mais il était pas mort il y a très longtemps Mmh. et puis, ça se passait loin et c'était des gens un peu inaccessibles et tout. Alors que là, c'était notre monde, les lieux dans lesquels nous vivions qui pouvaient devenir Matière à objet, réflexion. fiction. Quel livre vous a fait pleurer? Pas beaucoup, mais je pense qu'il faut remonter, pour mes peut-être à Alphonse Daudet et à Chef de Monsieur Seguin. J'ai le souvenir d'un chagrin épouvantable quand j'étais enfant, chaque fois qu'on me lisait ce C'est terrible. La Chef de Monsieur Seguin, vraiment là, sa mort me bouleversait et je n'ai rien senti de tel depuis. Je veux dire que, je cherche toujours ma 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 chèvre. chèvre, oui. Quel livre vous a fait rire? Ah, j'aime beaucoup pour ça, par exemple, les livres d'Evelyn Vaughan, par exemple, Ce cher disparu, des choses comme ça et c'est rare, c'est tellement rare les C'est livres très qui rare, vous ouais. font rire. Finalement, aujourd'hui, il y a peut-être des héritiers, regardez, par exemple, Philibert Hume avec, le Oui, roman le Fleuve et roman tout. fleuve, ouais. C'est un peu le même esprit et moi j'aime beaucoup ça. C'est de l'humour un peu anglais comme ça, un peu j'aime beaucoup ça. Quel livre vous a mis en colère? Et alors là, il faudrait plusieurs heures parce que il y en a vraiment beaucoup. Parce qu'ils sont mal écrits, parce C'est-à-dire que oui, voilà, si vous voulez, j'ai l'honneur et le bonheur de participer à pas mal de jurys. Je fais partie du prix Interallié, le grand prix du roman de l'Académie et cetera. Donc à ce titre, je reçois énormément de livres et il y en a beaucoup qui me mettent en colère parce que je sens qu'il peut y avoir derrière un talent, mais que ce talent est gâché d'une certaine façon par, la volonté de copier, en particulier l'autofiction, si vous voulez, de manquer d'ampleur, de manquer d'ambition et de rester trop près de son expérience personnelle et ça me met en colère. j'ai une dernière question. Quel livre aimez-vous offrir? Alors, pas les miens, ça c'est sûr, pas les miens et ça dépend à qui, si vous voulez, c'est ça aussi la C'est question. vrai. À travers le livre, il y a un message, hein, alors, si mais Le bon, dernier en date? en fait, j'offre pas beaucoup de livres, c'est ça qui est curieux parce que j'ai toujours l'impression, moi j'en reçois tellement, j'ai toujours l'impression que les gens reçoivent beaucoup, mais vous me donnez des idées, je vais peut-être en offrir plus. Je rappelle que vous êtes l'auteur de D'or et de jungle, publié chez Calman Lévy. Merci Jean-Christophe Ruffin. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt!
Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.